Bonsoir, donc on vous remercie d'être là ce soir avec nous pour les rendez-vous de l'économie. Donc je vous rappelle, c'est une série de conférences qui se déroulent entre, on va dire, début octobre typiquement, et puis fin mars, pendant les périodes où on a encore les étudiants dans les locaux avant que les semestres se terminent. Et donc régulièrement, on organise ces conférences. Donc c'est 3 à 4 conférences dans l'année. Celle-ci est la deuxième, donc je remercie Romain Schwarzman d'avoir accepté l'invitation qui a été suggérée et proposée par Nicolas, que je remercie beaucoup. Avant de laisser la parole à Nicolas, peut-être, puisqu'on ne va pas passer trop de temps sur les questions d'introduction, mais juste vous rappeler que la semaine prochaine, il y a ce sera le 3e rendez-vous de l'économie, Nathalie Sonac, qui est une ancienne membre du CSA, qui maintenant est l'ARCOM, viendra nous parler des médias et du lien avec les démocraties. Donc vous avez peut-être été destinataire d'ores et déjà de l'information. Je vais laisser Nicolas dire peut-être 2 mots sur Romain, et je vous remercie. Merci Edmond de me donner la parole. Je remercie la faculté d'économie, puis le doyen de la faculté d'avoir invité Romain. Bon, j'ai suggéré, mais c'est comme la faculté d'économie qui le reçoit. Je pense qu'il a prévu de se présenter, donc je vais être très rapide. L'intérêt de Romain, on va dire, son intérêt pour moi, c'est que c'est à la fois un chercheur, il est chercheur à Bocconi, et c'est une personne qui a été banquier central, donc qui était à la Banque de France avant comme économiste senior. Et ce qui permet donc d'avoir à la fois une vision d'un chercheur, une vision un peu plus extérieure, puis la vision d'une personne qui travaillait au sein de l'institution. Je te passe la parole tout de suite. Tiens. Merci beaucoup. Merci donc à l'Université de Montpellier et aux organisateurs, notamment Nicolas, pour l'invitation. Et merci à vous tous d'être venus ce soir. Donc je vais me présenter rapidement, comme disait Nicolas. Je vois que j'ai été un peu ton objet d'étude. Donc je m'appelle Romain Schwarzman, je suis chercheur à l'université Bocconi, qui est basée à Milan, depuis 1 an. Et en effet, avant ça, j'étais chercheur économiste senior à la Banque de France, donc de 2019 à 2024. Et avant ça, j'avais travaillé dans des questions de finances vertes, enfin fait ma thèse, mais avant ça, travaillé dans des questions de finances vertes en fonds d'investissement également à la Banque mondiale. Donc le sujet ce soir, c'est quel rôle pour les banques centrales face aux crises écologiques. C'est un sujet qui est pas facile à appréhender parce qu'il peut très vite devenir très très technique. Et justement, une des position que j'ai, c'est que c'est un sujet en fait très politique, avec énormément d'enjeux en termes de politique publique, mais qui reste néanmoins un enjeu technique. Donc je vais essayer de vous le présenter de manière ni trop technique, ni justement trop politisée, d'être vraiment d'arriver à surfer un petit peu entre les deux. J'espère que ce sera le cas. Je ne sais pas quelles sont les manières de procéder, mais bon, de toute façon, il y aura des questions à la fin. Mais s'il y a vraiment une incompréhension, je suggère également de me poser la question peut-être en direct, s'il y a vraiment un point particulier. Mais je ferai de mon mieux pour arriver à rendre ça accessible à un public qui a probablement des backgrounds et une formation différente, avec des niveaux peut-être plus ou moins avancés. Je vois pas mal d'étudiants, donc voilà, je vais faire de mon mieux en espérant que ça vous parlera. Je commence par quelques justement messages principaux, parce que c'est une manière aussi d'arriver à bien ancrer ensuite ce qui va être dit. Mon message, il tient en fait en 1 ou 2 slides, c'est que en fait, les banques centrales sont un acteur clé, pour utiliser les grands termes, du capitalisme, on va dire des différents modes de régimes d'accumulation, certains diraient, mais disons des transformations du capitalisme, de ces crises, de ces reconfigurations. Les banques centrales sont un pilier du système capitaliste. Et dans ce cadre-là, en fait, c'était assez étonnant en fait, quand on parlait d'économie du changement climatique jusqu'à 2015 environ, la question des banques centrales était complètement absente. Si on parlait à des économistes de l'environnement et leur dire quel est le rôle des banques centrales dans tout ça, vous disaient de quoi parles-tu? Moi, par exemple, j'ai commencé ma thèse en 2015 sur ces questions et j'avais pas mal de gens autour de moi qui disaient mais quel est le sujet quoi? Et aujourd'hui, on en parle énormément. Et je pense que c'est vraiment une très très bonne chose que la question se pose dans le débat à la fois académique et politique.
En revanche, ce qu'on observe, en tout cas ce que j'observe, c'est qu'il y a eu en une dizaine d'années en fait énormément de propositions qui ont émergé et qu'on a du mal parfois à s'y retrouver, à mettre un petit peu d'ordre sur qui est en train de proposer quoi, quel est l'intérêt de cette proposition, etc. Et donc je pense qu'il y a deux raisons qui vont un peu structurer ma présentation. Pour moi, il y a deux raisons principales qui expliquent un petit peu cette confusion parfois, ou en tout cas cette prolifération de propositions parfois qu'on n'arrive pas à analyser de manière très claire. En fait, les propositions existantes se basent très souvent sur des visions implicites à la fois du rôle des banques centrales et de la nature de la transition, avec des visions très très différentes. C'est-à-dire que dans les propositions qui sont faites, certains vont penser par exemple que la Banque centrale est indépendante, qu'elle est neutre, etc. D'autres vont dire non, la Banque centrale aujourd'hui est au service des marchés financiers et elle ne fait que servir l'intérêt des acteurs financiers. J'exagère un petit peu, mais c'est-à-dire que les gens vont avoir des visions très très différentes de ce que fait et ce que devrait faire une Banque centrale. Donc ça n'aide pas à bien comprendre la proposition. De la même manière, dans les propositions existantes, de dire que doit faire une Banque centrale, les gens ont souvent une vision qui n'est parfois pas explicitée, qui est un peu implicite, de quelle est la nature de cette transition écologique? De quoi parle-t-on? Est-ce qu'il s'agit en fait d'une externalité, d'une défaillance de marché? Il faut mettre un prix sur le carbone, hop, tout se résout. Est-ce que c'est un montant à investir pour résoudre le problème? Est-ce que c'est une transformation de tout notre système socio-économique? Est-ce que c'est une transformation beaucoup plus profonde, par exemple dans tous les débats qu'il y a sur post-croissance, décroissance, etc. Et donc les gens ont des visions tellement différentes de ce à quoi ressemblerait la transition que ça n'aide parfois pas non plus à comprendre quel est le rôle de Banque centrale, puisqu'il va pas être le même en fonction du scénario qu'on a en tête. Donc l'objectif en fait d'une partie de ma recherche, d'un papier notamment d'un article académique qui soutient sous-jacent à cette présentation et de manière générale un peu de questions que je me pose, l'objectif c'est d'arriver d'une part à mieux caractériser en fait les différentes propositions selon ce cadre d'analyse en fait. Est-ce qu'on peut regrouper les propositions entre quel est le rôle, la vision du rôle des banques centrales et la vision sur à quoi ressemblerait la transition, commencer à mieux comprendre les propositions qui sont faites. Dans un deuxième temps, c'est d'essayer d'analyser un petit peu les apports de ces contributions, de ces propositions, leurs limites, un peu les discuter de manière critique, et à partir de là, essayer de proposer un peu des pistes sur vers où on pourrait aller à partir de ça. Les trois propositions, je ne sais pas si vous arrivez à voir très en détail, mais je ne vais pas faire tout le tableau ici, mais les trois, disons, grandes catégories que j'observe, en fait, c'est ces trois approches, notamment avec mes co-auteurs sur lesquels on travaille sur le papier qui est sous-jacent à cette présentation, on identifie en fait trois grandes catégories de propositions. C'est une des propositions qu'on classe dans ce qu'on appelle une approche par les risques, une autre qu'on appelle une approche proactive, des gens qui veulent que la Banque centrale soit beaucoup plus proactive, et une troisième approche qui est peut-être un petit peu plus difficile à identifier, mais que j'appellerais une approche adaptative et institutionnaliste. L'idée de la première proposition, avant de rentrer dans le détail, je vous expose un petit peu de manière résumée tout ça, la vision sous-jacente de ce qu'on appelle l'approche par les risques, en fait, c'est que les banques centrales sont des institutions indépendantes, qui sont neutres vis-à-vis du marché, qui ne sont pas là pour aller changer les choses, changer l'économie, changer la finance, et avec un mandat très clairement défini. Donc on est dans c'est les propositions qui sont mises en avant par les banques centrales elles-mêmes notamment, et par une partie des chercheurs également. Et la manière dont la transition écologique est perçue, c'est via les risques en fait, c'est-à-dire ça pose des risques pour le mandat des banques centrales, et les banques centrales doivent mesurer ces risques. Et donc doivent faire des analyses de risques, intégrer les risques climatiques dans la politique financière, monétaire, etc. Je détaillerai ça. La deuxième approche, que j'appelle cette approche proactive, voit les banques centrales de manière en fait déjà beaucoup plus, avec un regard très différent. Et l'idée est de dire en fait la banque centrale n'est pas neutre, elle n'est jamais neutre. Tout ce qu'elle fait influence profondément les marchés financiers. Et donc elle pourrait tout à fait mettre cette puissance en fait au service de la transition, essayer de rediriger les flux financiers, essayer de changer le comportement des acteurs financiers pour la transition. Et cette transition, elle n'est pas du tout vue sous l'angle des risques, elle est plutôt vue sous l'angle en général de l'incertitude radicale, de dire on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, on sait juste qu'il faut aller vers cette transition, qu'il y a énormément d'investissements à faire, et donc la Banque centrale pourrait activer plein de leviers, je vais vous en détailler certains, de manière très très proactive et contribuer à faire changer les choses. La troisième approche que j'appelle
à défaut de trouver un meilleur titre, mais adaptative et institutionnaliste, en fait, reconnaît ce pouvoir des banques centrales, dit en effet les banques centrales sont des acteurs très puissants, mais attention, elles sont toujours en interaction, directe ou indirecte, avec énormément d'autres acteurs. D'où cette idée en fait que c'est une approche en fait adaptative. La banque centrale n'est jamais seule, elle ne contribue jamais seule à la stabilité financière, à la stabilité prix, etc. Et par ce fait a aussi un pouvoir plus limité que ce que peut-être l'approche proactive veut nous faire croire. Et la transition écologique est vue un peu sous cette même approche institutionnaliste adaptative, de dire il peut y avoir des risques, il peut y avoir plein d'investissements, mais on parle d'une transformation plus profonde de nos structures socio-économiques. Et donc comment plein de choses vont bouger ensemble et comment la Banque centrale se positionne là-dedans. Donc en fait, ça nous mène à faire moins de propositions très très concrètes. Il y en a, je vais vous les détailler, mais c'est une approche, en fait, c'est plus une grille d'analyse du rôle des banques centrales qui personnellement me paraît un peu plus pertinent, même si le défaut c'est de ne pas pouvoir arriver sur le débat public en disant bah voilà, la Banque centrale faire 1, 2, 3, contrairement aux approches 1 et 2 qui ont des propositions en fait un peu plus sexy, disons un peu plus faciles à mettre à positionner dans le débat public. Donc pour cette présentation, même si je vous ai vraiment donné l'aperçu général dans ces premières quelques minutes, je vais commencer avec un aperçu très bref de la situation d'urgence écologique. Je suis pas climatologue, je suis pas écologue, mais un rappel quand même très bref de pourquoi on fait face à des crises écologiques. Et malheureusement, c'est nécessaire de le rappeler. On le voit dans le contexte politique actuel. Avant de passer à ces trois approches, de les détailler un peu, ces approches par les risques, proactives et adaptatives, et conclure très brièvement. Donc, contexte un peu de crise écologique, je vais être très bref, parce que ce n'est pas le propos de ma présentation, mais c'est quand même, je pense, nécessaire de rappeler qu'on fait face à une augmentation des émissions de CO2 qui est, qu'on le voit sur le graphique ici, je dois avoir le pointeur qui est là, ouais. Donc on le voit sur ces derniers siècles, en fait, depuis le début de la révolution industrielle, une augmentation très 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 rapide des émissions de CO2 réparties ici par pays, qui est donc une augmentation qui est anormale, non seulement au regard des derniers siècles, mais aussi au regard en fait des derniers, si on regarde sur une horizon de 400 000 ans par exemple, on a bien des variations du climat, c'est quelque chose qu'on entend toujours, le climat a toujours varié, etc. Mais si on regarde la concentration de CO2 dans l'atmosphère, on voit bien que oui, il y a des variations, mais nous on est malheureusement, il nous manque on le voit là, on voit bien qu'on a une anomalie complète sur ces dernières centaines d'années en fait, où on est à des niveaux complètement sans précédent sur des horizons temporels qui sont quand même de centaines de milliers d'années. Ce qui mène en gros la communauté scientifique à nous dire qu'on fait face à une urgence climatique. Ce concept de climate, enfin cette citation de climate emergency vient d'un article signé en 2020 par 11 000 scientifiques. Donc il y a vraiment quand même un consensus très fort, on le voit dans tous les rapports du GIEC, etc. Avec énormément d'impact en fait du changement climatique qu'on commence à voir sur des températures extrêmes, augmentation au niveau de la mer, des impacts notamment irréversibles sur les écosystèmes, acidification des océans, etc. Et par conséquent aussi des risques multiples pour les populations humaines en termes de sécurité alimentaire, sécurité hydrique, augmentation potentielle des conflits, des migrations, des pertes matérielles, etc. Donc vraiment, comme je vous le disais, c'est un résumé extrêmement simplificateur parce que j'ai envie d'arriver vite aux banques centrales, mais c'est quand même important d'avoir cette notion de crise écologique en tête. Pour faire face à ça, pour atténuer ce changement climatique, on voit bien que l'ampleur de la tâche est assez colossale. Aujourd'hui, si on regarde les politiques actuelles, donc ça c'est les émissions historiques, et si on regarde les politiques actuelles, elles nous mèneraient vers un réchauffement qui va entre 2,5 et 2,9 degrés. Alors que si on voulait être en dessous de 1,5 degré, qui est un seuil, disons, plus sûr, il faudrait qu'on baisse les émissions selon la courbe verte ici. Donc on voit une émission vraiment drastique. Et plus on attend, en fait, plus la chute de la baisse des émissions devrait être importante et forte, quoi. Là, on voit, par exemple, en 2030, en fonction de est-ce qu'on sera là ou là, on voit déjà qu'on est très très loin de là où on devrait être, avec donc des efforts massifs. Dernier point, avant de rentrer vraiment au cœur du
du sujet. Les banques centrales parlent beaucoup de changement climatique, d'où le fait que je parle beaucoup de changement climatique, mais il faut bien avoir en tête qu'on fait face à d'autres crises écologiques au-delà du changement climatique. On peut penser à la perte de biodiversité, des questions de stress hydrique, de changement d'utilisation des sols, crise du phosphate, azote, etc. Donc on fait face à une multiplicité de crises interconnectées entre elles, et c'est important quand même d'avoir ça en tête. Et on en vient donc à la question de dire qu'est-ce que les banques centrales ont à faire avec tout ça en fait, qui était une question qui était complètement absente jusqu'à une dizaine d'années, comme je vous le disais. Et c'est les banques centrales elles-mêmes qui ont commencé à se positionner sur ce sujet et qui ont entraîné une partie de la communauté académique avec elles. Mais les banques centrales, en fait, en se positionnant sur ce sujet, comme je vous disais, c'est très important de comprendre d'où elles viennent, comment elles se perçoivent. Et donc elles se perçoivent, et elles sont perçues, disons un peu dans le débat public, notamment aujourd'hui, comme des institutions en fait avec des mandats et des pratiques, des manières d'opérationnaliser ce mandat qui sont très clairement définies. Et elles sont caractérisées par l'indépendance et de la neutralité de marché. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas là pour faire plaisir au gouvernement qui passe, à un gouvernement, à un autre, etc. Ni pour aller influencer le marché d'un côté, d'un autre, décider s'il faut être plus vert, moins vert, plus carboné ou pas. Et donc leur mandat, qu'est-ce qu'il dit? Le cœur du mandat, c'est la stabilité des prix. Les banques centrales ont un mandat et se perçoivent comme des acteurs clés pour arriver à avoir cette stabilité des prix qui est souvent caractérisée avec ce niveau de 2% d'inflation qui est interprété différemment. Est-ce que c'est des pourcents fixes? Est-ce qu'on peut s'échapper un peu du 2%, être un peu en dessous, au-dessus, etc. Mais en gros 2%. Pour ça, elles vont avoir différents types d'outils. Le principal, vous le connaissez probablement, c'est cette question des taux d'intérêt, notamment les taux d'intérêt directeurs, qui est un grand sujet aujourd'hui avec l'inflation qui remontait ces dernières années. On a bien vu que les taux d'intérêt augmentent, mais elles vont aussi opérationnaliser ça en fait dans une multitude d'opérations avec les banques commerciales, en fait entre la banque centrale et les banques commerciales. Il va y avoir, comme je disais, des prêts, mais également de la supervision, de l'achat de titres. Les banques commerciales vont remettre du collatéral auprès des banques centrales, elles vont déposer leurs réserves là-bas qui vont être rémunérées plus ou moins en fonction de taux d'intérêt, etc. Ça, c'est vraiment le cœur de ce que font les banques centrales. Mais les banques centrales sont également préoccupées par la stabilité financière. Souvent, ça n'apparaît pas dans le mandat d'une banque centrale, ça dépend des pays, des époques, etc. Mais les banques centrales ont tendance à dire que ça fait partie de leur ADN. C'est un terme qui est très souvent utilisé, avec cette idée qu'en fait, s'il n'y a pas de stabilité financière, il ne peut pas y avoir de stabilité des prix. Parce que la transmission de la politique monétaire, comme je vous montrais, se fait bien avec les banques. Donc si tout le système des paiements est en crise, qu'il y a des crises de liquidité, des mouvements de panique, etc., la stabilité des prix ne sera absolument pas... on n'arrivera absolument pas à l'obtenir. Et donc les banques centrales sont impliquées en fait de facto dans ces questions de supervision financière. Par exemple au niveau de l'eurosystème, donc du système des banques centrales regroupées au sein de la BCE, on va avoir en fait par exemple la supervision, ça s'appelle le SSM, c'est l'organisme qui va superviser les banques dites systémiques, les plus grosses et les plus à risque pour le système. Mais on va également voir par exemple en France l'ACPR, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui appartient à la Banque de France et qui va venir superviser les groupes bancaires et les assureurs français. Donc il y a vraiment, en fait, les banques centrales sont pleinement impliquées là-dedans. Et troisième enjeu pour les banques centrales, c'est lié à ce qu'on appelle le mandat, on va dire des mandats secondaires. Très souvent, en fait, en fonction des pays, les banques centrales peuvent aller faire d'autres choses. Par exemple, au niveau de la Fed, la Banque centrale américaine, le mandat dit de facto qu'ils doivent s'occuper de la stabilité des prix et de l'emploi. Mais en fait, dans la pratique, on voit bien que c'est la stabilité des prix qui domine. Au niveau de la BCE, on a ce qu'on appelle souvent le mandat secondaire, en fait, qui, je ne sais pas si vous arrivez à lire d'ici, mais en gros, si on regarde l'article 127 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, donc il va venir définir ce que fait la BCE, la Banque centrale européenne. Et il nous dit l'objectif principal et de maintenir la stabilité des prix, donc ce que je vous disais avant. Mais ensuite, je cite, sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC, enfin la Banque centrale, en gros, apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union européenne. Donc en fait, la Banque centrale pourrait aller soutenir des objectifs de plein emploi, des objectifs environnementaux, sociaux, etc. Mais on voit bien que ce n'est pas du tout au cœur de le mandat, et ça va être un enjeu pour la suite. Et donc c'est à partir de ce mandat, vu de manière assez disons, très clairement définie, assez contraint, que les banques centrales se sont dit, nous, on a le droit et même le devoir de travailler sur les enjeux climatiques, parce que le changement climatique fait peser des risques sur nos mandats.
de stabilité prix et de stabilité financière. Donc en gros, on n'est pas là pour résoudre ce problème, on est là pour gérer les risques liés à ce problème. Et donc c'est très important, et le coup d'envoi vraiment de tout cet agenda est un discours qui est prononcé en 2015 par Mark Carney, qui à l'époque était le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, de la Bank of England, et qui vraiment pose tout le cadre théorique qui va ensuite influencer les banques centrales. Et il y a notamment cette citation quelques années plus tard de Christine Lagarde, donc présidente de la BCE, qui nous dit, je traduis un petit peu au vol, mais qui nous dit, même sans changer notre mandat, on voit bien, on ne change surtout pas notre mandat, ce que nous faisons, on continue à le faire, même sans changer notre mandat, le changement climatique a un impact. Il a un impact sur la manière dont on va modéliser l'économie, dont on va faire des projections, dont on va mesurer le risque, la manière dont on va faire des stress tests de nos institutions, j'y viendrai, et comment on value le collatéral, etc. Donc on voit bien que c'est vraiment cette approche par les risques qui va dominer. Pour être tout à fait honnête, je pense qu'il y a un contexte plus général. Il y a l'accord de Paris qui est signé juste à ce moment-là, qui fait référence aux flux financiers. On a également l'intérêt croissant de la finance privée pour les enjeux environnementaux, etc. Mais ce qui est mis en avant par les banques centrales, c'est le risque. Ces banques centrales vont notamment créer un réseau qui s'appelle le NGFS, c'est le Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System, donc le réseau pour le verdissement du système financier. Il est créé en 2017 et aujourd'hui, il y a plus de 140 membres, donc des banques centrales et superviseurs regroupés dans ce réseau, qui a fait parler de lui un petit peu ces derniers jours parce que la Fed, donc la Banque centrale américaine, vient de quitter ce NGFS. Et donc ça pose déjà des questions sur l'indépendance de la Banque centrale. La Fed a rejoint le NGFS au moment de la victoire de Biden et il quitte le NGFS au moment de la victoire de Trump, donc ça pose question. Mais on voit bien, le premier rapport du NGFS nous dit les risques climatiques, je continue à traduire un petit peu à la volée, mais sont une source de risques financiers. Il appartient donc aux banques centrales, dans le cadre de leur mandat, de s'assurer que le système financier est résilient à ces risques. Et ensuite, un peu plus tard, on voit que l'enjeu, comme je vous le disais, dépasse le climat. On arrive à des enjeux nature, biodiversité, etc. Mais quand même, la plupart des travaux sont sur le climat. Quels sont ces risques précisément? On distingue deux types de sources de risques, ce qu'on appelle les risques physiques et les risques de transition. Donc les risques physiques, ça va être tous les chocs physiques liés au changement climatique lui-même. Ça peut être des chocs graduels, augmentation du niveau de la mer, ça peut être des pertes agricoles liées à des augmentations de température, etc. Ou des risques beaucoup plus abrupts d'incendies, ouragans, etc. On a tous, je pense, en tête en ce moment les incendies à Los Angeles qui sont une preuve très claire de destruction, notamment de biens immobiliers, résidentiels, etc., du fait d'événements liés au changement climatique, ou en tout cas accentués par le changement climatique. Et on a également ce qu'on appelle les risques de transition, en fait, qui vont l'idée de dire bien sûr qu'il faut faire une transition. La question n'est pas de savoir s'il faut la faire ou pas, mais ça ne veut pas dire que cette transition se passera de manière complètement stable, sans heurts, etc. Et parce qu'il peut y avoir plein d'instruments, plein de choses qui se passent, par exemple le prix du carbone qui peut générer de la non-acceptabilité sociale, il peut y avoir des découvertes technologiques ou au contraire des contraintes technologiques, on n'arrive pas à décarboner un secteur en particulier, il peut y avoir des pays qui exportent énormément de ressources fossiles et qui demain en fait n'arrivent plus à exporter ces ressources-là, donc en fait des pertes d'exportation, donc il peut y avoir énormément de changements économiques, à la fois en fait au niveau individuel des entreprises, des ménages et au niveau macroéconomique, tout ça peut générer plus ou moins d'inflation, plus ou moins de chômage, plus ou moins de croissance économique. Tout ça, en fait, l'économie va être impactée. Et c'est ça qui, in fine, peut, selon certains scénarios, générer des risques financiers. Donc ça peut être des risques de crédit, par exemple des entreprises qui ne seraient plus capables de repayer des prêts à leurs banques, et donc ça met en difficulté le système bancaire. Ça peut être des risques de marché. On voit par exemple sur cette question de la valeur, si demain on avait une sortie rapide des ressources fossiles, en fait les prix des actifs financiers pourraient s'effondrer ou d'autres prix pourraient vraiment monter très rapidement, et donc il peut y avoir des mouvements de marché assez forts. On a des risques assurantiels également. Là on le voit, on en parle pas mal ces jours-ci avec ce qui se passe à Los Angeles en fait, où on voit que les assureurs et les réassureurs, donc les assureurs des réassureurs, sont vraiment sous pression parce qu'ils n'avaient pas forcément pricé, ils n'avaient pas forcément, disons, mis un prix sur le fait que tels incendies pouvaient avoir lieu dans des maisons qui valent aussi cher. Et donc on voit bien que ça commence à poser des questions fortes sur leur bilan. Et on peut avoir différents types de risques financiers en fait qui vont se mettre en place.
Donc, qu'ont fait les banques centrales? Principalement ces dernières années, elles ont fait ce qu'on appelle des stress tests climatiques. Un stress test, en fait, ça vise à vérifier, à tester la résilience soit d'une institution financière individuellement, soit du système financier pris dans son ensemble, à des événements, en fait, à des chocs, à des événements en fait, qui vont venir le perturber. C'est des exercices qui ont été développés de plus en plus après la crise financière de 2007-2008, justement, pour se dire est-ce qu'on a vraiment, comment on vérifie de manière régulière que les institutions financières ne sont pas exposées à des chocs potentiels. Donc là, en fait, plusieurs banques centrales ont commencé à développer ces stress tests dits climatiques. Là, c'est juste des exemples de la BCE, la Fed de New York et la CPR, donc Banque de France, qui ont développé ça. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails de comment tout ça a été fait. Moi, c'est des choses auxquelles je contribuais quand j'étais à la Banque de France, mais je voudrais juste revenir en fait sur un point. Pour l'instant, le seul point dont je reparlerai après, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que tous ces exercices de stress test ne trouvent pas vraiment de risque très fort. En fait, à chaque fois, on se dit oui, le système financier pourrait être exposé, il pourrait y avoir des problèmes, mais on ne voit pas de crise financière, on ne voit pas d'enjeux majeurs qui se dessinent. Et donc ça va être quelque chose qui va notamment venir alimenter l'approche un peu dont je vous parlerai après, proactive, qui va venir un peu s'opposer à ces trouvailles, de dire c'est bien joli de dire qu'il y a des risques, si au final on n'y arrive pas. Mais je n'aurai pas forcément le temps là maintenant de rentrer dans tous les détails techniques, les méthodologies de pourquoi c'est fait, mais je pourrais également en parler après si vous avez des questions à ce sujet. Donc vraiment le point central, c'est de dire le changement climatique, risque physique ou risque de transition peuvent menacer les mandats de stabilité financière et donc les banques centrales doivent venir analyser ces risques pour savoir comment se protéger. Depuis moins longtemps, c'est apparu après, les banques centrales se posent également la question de la stabilité des prix. Les travaux sont arrivés un peu plus tardivement, mais le changement climatique peut aussi créer en fait beaucoup de volatilité sur les prix ou de l'inflation, de la déflation, et il faut qu'on aille mesurer ça. Donc très, très rapidement, ici, par exemple, ça c'est un papier qui n'est pas fait par des banquiers centraux, mais qui regarde comment l'augmentation de la température pourrait causer des pertes de rendement agricole et comment tout ça pourrait faire augmenter les prix agricoles. Donc là, ce qu'on observe, en fait, vous n'allez pas voir tous les détails, mais vous voyez juste beaucoup de rouge. En gros, dire partout dans le monde, les estimations pour 2035 de ces auteurs sont que les prix, que l'inflation liée au prix alimentaire, donc c'est disons ce qu'on appelle en anglais le headline inflation, parce qu'il y a parfois on regarde l'inflation que sous-jacente, mais si on regarde l'inflation liée au prix alimentaire, elle risque d'augmenter plus ou moins fortement, mais en tout cas elle augmenterait. Pareil pour les risques de transition. Là, c'est un tableau qui est ici d'un rapport très récent du NGFS, ce réseau dont je vous parlais, et qui nous dit, en fait, toute cette transition, elle peut causer plein de variations des prix des actifs, des prix au niveau de l'inflation. Par exemple, si demain on crée une taxe carbone forte, on pourrait dire que ça a tendance à renchérir le prix de l'énergie, que ce serait plutôt une propension inflationniste. Mais inversement, on pourrait dire que ça peut venir stimuler également des innovations technologiques qui pourraient, elles, venir un petit peu réduire ces tensions inflationnistes. On pourrait également avoir en fait des phénomènes de subventions qui peuvent en fait venir faire baisser les prix ponctuellement grâce à des subventions, mais qui peuvent aussi créer des problèmes en fait sur le budget, etc. Donc la question est vraiment de dire c'est beaucoup plus récent, il y a beaucoup moins de travaux, mais dans quelle mesure les chocs climatiques ou la transition peuvent venir impacter la transition. À partir de tout ça, qu'est-ce qui se passerait? Les banquiers centraux n'aiment pas encore trop en parler, ils restent un petit peu sur l'idée de dire on n'a pas fini de mesurer les risques, c'est très compliqué, etc. Mais en fait, toute la philosophie est de dire une fois qu'on aurait mesuré ce risque, il faudra les intégrer dans les politiques dites prudentielles ou disons de supervision et réglementation financière et dans les politiques monétaires. Donc très concrètement, ce qu'on a à gauche, c'est le cadre un peu des politiques, disons, de stabilité financière avec les accords de Bâle. Donc les accords de Bâle, c'est un ensemble de régulations internationales en fait visant à protéger, disons, à rendre le secteur bancaire plus résilient, plus stable. Et il y a notamment un point très important qu'on appelle le pilier 1 des accords de Bâle, enfin de la 3e version des accords de Bâle, qui dit que les institutions financières doivent détenir des capitaux et des fonds propres en proportion de leur risque. En gros, si vous êtes une banque très 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 risquée,
eh ben, je vais lui demander de garder 15% de fonds propres au cas où il y a une crise. Parce que sinon, d'une part, c'est le contribuable qui paye, mais d'autre part, si vous n'êtes pas solvable face à ça, vous allez transmettre tous ces risques à d'autres institutions financières. Donc on a ces ratios en fait, de fonds propres, on a également de ratios de liquidité. Il faut que vous gardiez en gros beaucoup de cash. C'est-à-dire que si demain il y a une crise, vous n'êtes pas pris de court en devant vendre tous vos actifs, vous avez aussi des liquidités et donc vous pouvez continuer à assurer la liquidité du système des paiements, disons. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de banque centrale, enfin il n'y a pas de pays qui ait mis en place des critères climatiques de détention de fonds propres. Mais on a d'autres piliers dans Bâle, le pilier 2, le pilier 3, où on commence à voir des choses qui apparaissent, notamment dans le pilier 2, en fait, c'est lié à la qualité, la manière dont les institutions financières gèrent leurs risques. Et donc là, c'est plus discrétionnaire. Par exemple, au Brésil, la Banque centrale demande aux banques de mesurer les risques environnementaux. Et donc on pourrait très bien imaginer demain un pays qui dit bah là, la banque A, en fait, je ne sais pas si elle a du risque ou pas, parce qu'elle n'a mis aucun outil en place pour bien mesurer ces risques-là. Et donc au cas où, je lui demande d'avoir plus de fonds propres. Donc on peut avoir des mesures discrétionnaires comme ça. Et le pilier 3, est basé plus sur le reporting, et en fait c'est plus de l'information au marché. Et là on commence à avoir plus de choses qui sont faites, c'est celui qui est le moins engageant aussi, hein, le moins polémique. Mais on a par exemple au niveau de l'Union européenne la CSRD, donc c'est la Corporate Sustainability Reporting Disclosure, qui demande aux institutions financières déjà de faire du reporting sur leurs risques climatiques et biodiversité. Pareil en France avec l'article 129 notamment de la loi énergie-climat, qui demande également aux institutions financières de faire du reporting là-dessus. On pourrait essayer avoir demain, même si c'est peu le cas également, d'intégration de tous ces risques dans la politique monétaire. De dire, une fois qu'on a mesuré les risques sur l'inflation, comment est-ce que la politique monétaire réagit ? Donc dans la manière dont on va faire des prêts aux banques, dans la manière dont on va accepter du collatéral, dans la manière dont on va acheter des actifs dans l'économie, toutes ces opérations. Aujourd'hui, il y a très très peu d'exemples également de ça. Comme j'ai, les banques centrales sont un peu gagnent un petit peu du temps, on va dire, en mesurant les risques. Mais par exemple, la BCE a quand même en 2022 annoncé que dans sa politique de collatéral, donc la politique de collatéral, dit de manière le plus simple possible, c'est quand la banque centrale fait un prêt à une banque commerciale, donc un prêt de très court terme, la banque commerciale doit lui remettre un actif en retour. Donc c'est pour se protéger contre le risque de défaut. Donc si je vous prête 100 € aujourd'hui, je vous demande de me remettre, je ne sais pas, un ordinateur d'une valeur de 100 € au cas où vous n'êtes pas en capacité de me rembourser. Et donc là, en fait, la BCE a commencé à intégrer des critères climatiques liés au risque climatique dans cette politique de collatéral. Donc en fait, le point de vue disons, de cette approche par les risques, ce serait de dire très bien, on pourrait avancer plus vite, etc. Mais on est sur la bonne direction. Il faut intégrer les risques dans les politiques prudentielles, dans les politiques monétaires. Et on pourrait se dire, l'histoire s'arrête là, il faut continuer et tout ira bien. Mais vous imaginez probablement que ce n'est pas là où je veux en venir. Et il y a d'autres manières de concevoir le problème. Je vais aller un peu plus vite sur ces deux approches qui sont assez proches, l'approche proactive et adaptative. Et notamment, en fait, une deuxième approche qui est très très différente. À la fois, comme je vous disais, sur la vision des banques centrales et sur la vision de à quoi doit ressembler la transition écologique. Sur ce que fait une banque centrale, on est sur une littérature, on va dire, un peu plus critique, hein, que certains vont dire, on va avoir des économistes, peut-être certains un peu plus hétérodoxes, mais pas que, mais il va y avoir en fait des gens qui vont un peu venir perturber cette compréhension-là, de dire les banques centrales ne peuvent pas être indépendantes et neutres vis-à-vis du marché, parce que dans la pratique, leurs actions sont tellement puissantes, elles ont tellement d'impact qu'elles vont par définition, par défaut, en fait, contribuer à ce que les flux financiers aient plus dans un endroit qu'à un autre. Elles vont influencer le comportement des acteurs financiers, des agents financiers, etc. Quelques exemples pour rendre tout ça très concret. Donc on est toujours dans ce même cadre d'interaction entre banque centrale et banque commerciale, et donc indirectement avec entreprises et gouvernements. Par exemple, on a vu, vous avez probablement tous vu, que les taux d'intérêt directeurs des banques centrales ont augmenté ces dernières années. Très concrètement, ça a rendu le financement de projets dits verts, de projets écologiques, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Déjà, très souvent, les projets en énergie renouvelable ont besoin de beaucoup de fonds propres en amont, et donc beaucoup de capital en amont, et donc de beaucoup de dettes, et donc ils sont très sensibles au coût de la dette. Par ailleurs, c'est des projets
qui sont encore souvent considérés par les investisseurs comme plus risqués, une rentabilité incertaine. Donc on a tendance également à avoir un prix de l'endettement plus fort et donc une très forte sensibilité à ce taux d'intérêt. Donc on voit bien là déjà que l'idée de dire on est neutre, non, on augmente un taux d'intérêt, ça ralentit par défaut la transition. Il y a également en fait d'autres sujets. Il y a notamment, vous avez peut-être entendu parler du quantitative easing ou assouplissement quantitatif en français. Ces mesures qui ont été mises en place au niveau de la BCE après la crise financière 2007-2008, enfin quelques années après, puis encore de manière massive au moment du Covid. Donc en fait, c'est de la création de monnaie par la Banque centrale, des injections massives de liquidités par les banques centrales, des choses, par exemple au moment du Covid, la Banque centrale européenne a créé 1350 milliards de dollars pour aller racheter des actifs financiers. Donc on ne parle vraiment pas de montants mineurs. Et là, ça peut créer des impacts sociaux, par exemple, parce qu'ils viennent, en fait, au moment d'une crise très forte, les banques centrales viennent racheter les actifs financiers aux agents de marché. Et donc, en fait, les détenteurs d'actifs financiers voient la valeur des actifs financiers qui est sauvée ou même qui monte alors que l'économie s'effondre. Donc, ça peut vraiment créer des inégalités. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Et on pourrait aussi un peu parler d'autres sujets, par exemple le fait de venir en fait sauver les marchés financiers dans des moments de crise. Ça peut créer en fait ce qu'on appelle un aléa moral, c'est-à-dire de renforcer les pratiques problématiques et risquées des acteurs financiers au lieu de venir les sanctionner. Donc on voit bien que la Banque centrale, c'est juste quelques exemples pour vous montrer que cette idée de neutralité est assez problématique et d'indépendance quand de facto, comme je vous disais avant, c'est un acteur clé du capitalisme et donc qui vient façonner les comportements et les actions des différents agents. Quand cette littérature critique a commencé à se dire bon, on va regarder ce qu'ont fait les banques centrales dans cette analyse de risque, et donc là on en vient à quelle est la nature de cette transition. Il y a un autre argument fondamental qui est arrivé, au-delà de ce désaccord sur ce que fait une banque centrale dans un premier temps, l'idée de mesurer les risques a pas mal déplu à tous ces chercheurs qui sont venus se positionner sur ce sujet. Et je vais passer très vite sur les 2 prochaines slides parce qu'on ne va pas forcément rentrer dans tous les détails, mais l'idée principale est de dire ça sert absolument à rien de mesurer des risques sur des choses en fait qui sont très très difficiles à estimer, où il y a plein de choses qui peuvent se passer. En fait, il faut parler d'incertitude. C'est quoi la différence? C'est que pour mesurer un risque, il faut qu'on arrive à attribuer une probabilité d'occurrence à un événement. Et par défaut, on le voit bien quand on pense aux feux de forêt qu'il y a eu en Australie il y a quelques années, maintenant à Los Angeles, à des inondations, des ouragans, comment est-ce qu'on peut attribuer des probabilités d'occurrence à ces choses-là? Et par ailleurs, même si on y arrivait, comment est-ce qu'on pourrait connaître tous les effets que ça va avoir, comment un écosystème peut être connecté à un autre, surtout quand on rentre dans des niveaux disons, de réchauffement climatique assez catastrophiques. Il peut y avoir des tipping points, des points de bascule qui sont dépassés, un écosystème qui en entraîne un autre, etc. Et comment est-ce qu'une institution financière peut arriver à calculer tout cela, quoi. Par ailleurs, il y a une critique assez forte à la manière dont les économistes ont essayé en général de prendre en compte ces impacts du changement climatique. Il y a notamment une critique un peu facile, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui sont venus dans la suite de ce modèle DICE, mais qui est un modèle très connu, parce que c'est un des premiers modèles qui mesure les chocs, l'impact économique du changement climatique, qui a été développé à partir des années 80 par William Nordhaus, qui a ensuite gagné le prix Nobel d'économie en 2018. Et lui, en fait, c'est quand même assez problématique. C'est un modèle qui nous dit 6 degrés Celsius de réchauffement climatique. Ça nous fait à peine dévier de la trajectoire de business as usual, de la trajectoire de PIB qu'on aurait eu sans changement climatique. Donc en gros, si on prend ce modèle-là, encore une fois, c'est une critique un peu facile, il y a d'autres modèles, mais selon ce modèle-là, en fait, le changement climatique n'est vraiment pas un gros problème. Et donc, on pourrait dire fondamentalement, on pourrait améliorer les modèles, etc. Mais ce qui compte, c'est d'arriver à travailler selon un principe de précaution. On n'est pas sûr du risque, on est dans l'idée de dire comment on évite des chocs majeurs. Pareil pour la transition, on pourrait dire qu'il y a moins d'incertitudes, mais en fait, on voit qu'il y a également énormément d'incertitudes. Pour passer très vite, là, c'est juste en fait différents groupes de modélisateurs économie-climat qui ont fait des projections de quel est le mix énergétique en 2100. Et on voit bien que certains nous disent, ici par exemple en vert et en beige, c'est renouvelable et biomasse. Donc selon ces modélisateurs, c'est un modèle très connu, Reminds, en fait le monde en 2100 sera plein de renouvelables et de biomasse. Mais d'autres vont nous dire, par exemple JCAM ici, ben non, tout ça c'est du nucléaire. En fait, il y aura beaucoup de nucléaire. D'autres, ce modèle-là, il y a beaucoup de charbon, pétrole et gaz. Donc comment on fait dans un monde à 2 degrés pour avoir du charbon, pétrole et gaz? C'est parce qu'il y a des hypothèses en fait, notamment de capture et stockage du carbone très très ambitieuses. Donc on peut continuer à produire ces ressources-là. Donc on voit bien en fait qu'il y a énormément d'incertitudes également. Et donc ces auteurs nous disent, pour aller vite là-dessus, en fait,
l'analyse de risque est un exercice un petit peu qui vaut pas grand-chose en fait. Quand on est en train de parler d'une transition structurelle de tout notre système économique, vous n'allez pas être là en train de mesurer un petit risque en particulier. Et c'est ça qui expliquerait aussi pourquoi les banquiers centraux n'arrivent pas à trouver de risque dans les exercices de stress test dont je vous parlais avant. Là, c'est juste une petite slide pour vous montrer, vous donner des exemples de ce que je raconte. Donc, différents sites un peu spécialisés, Green Central Banking, Responsible Investor. Ça, c'est la société, donc c'est le secteur privé, société des actuaires au Royaume-Uni. Ici, c'est une ONG. Et tous ces gens-là, en fait, ont très fortement critiqué les scénarios du NGFS, de ce réseau de banquiers centraux, en disant un peu ce que je vous disais, ils n'arrivent à rien mesurer du tout. C'est pas du tout ça l'enjeu. Pour finir, même si demain on avait des très bonnes approches du risque, pour finir sur cette critique-là, il y a d'autres sujets qui émergeraient. Imaginons qu'on ait des super modèles, des super prédictions, qu'on arrive à voir où est-ce qu'il y aura un incendie en 2034, comment ça va impacter tel ou tel acteur, supposons. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'à partir de là, on arriverait, comme nous propose Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, à dire tout ce qu'on peut mesurer, on arrive à le gérer? Pas forcément en fait, notamment parce que il y a un problème en fait d'échelle, que des actions qui peuvent avoir beaucoup de sens au niveau microéconomique ne sont pas du tout pertinentes au niveau macro. Donc un exemple très typique qu'on voit aujourd'hui, c'est les assureurs dans des zones, par exemple, je parlais de Los Angeles, mais c'est plutôt par exemple au niveau dans les Caraïbes, où on observe pas mal ça, dans des pays qui sont assez impactés par des ouragans notamment. On voit que les assureurs ont commencé à intégrer ce concept en fait d'ouragans de plus en plus fréquents, et à se dire, soit je demande beaucoup plus d'argent dans les policies d'assurance, en fait, tout devient plus cher, s'assurer devient plus cher, soit directement je me retire de ces lieux-là, parce que c'est vraiment trop risqué, je ne veux plus faire de business là-dedans. Donc là, c'est une approche qui est très pertinente au niveau microéconomique. On dirait, l'assureur a bien pris en compte ce risque-là, il gère son risque. Mais est-ce que le risque financier a disparu? Pas du tout. Parce que le ménage, l'entreprise, est toujours endetté, par exemple, auprès de sa banque. Donc c'est devenu un risque de crédit non assuré, d'autant plus fort. Et donc on voit bien que c'est un transfert de risque, et même une bonne mesure du risque ne donne pas forcément, disons, un outcome, un résultat au niveau macroéconomique qui est celui souhaité. Enfin, il y a une autre critique, probablement encore plus fondamentale, en tout cas pour ces auteurs-là. Moi, c'est quelque chose avec je ne suis pas forcément d'accord avec tout ça, mais c'est le sujet de la double matérialité. Et l'idée est de dire, je pousse un petit peu, j'ai une manière peut-être un petit peu agressive exprès, mais l'idée de dire qu'il y a une certaine hypocrisie de la part des institutions financières, de la part des banques centrales, d'aller mesurer des risques, comme si on était externe à tout ça. Quand dans la pratique, les institutions financières sont en train de financer également toutes ces activités, elles sont en train de contribuer à l'émergence de ces risques. Et donc c'est ce principe de la double matérialité. Ce principe de la double matérialité, il commence à rentrer dans la réglementation. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de la CSRD et de l'article 129 de la loi énergie-climat en France. En fait, ce qu'on demande aux institutions financières aujourd'hui, c'est pas seulement de faire du reporting sur le risque, mais également sur les impacts, et dans le cas de la France, même sur l'alignement, et de dire, expliquez-nous en tant qu'institution financière, comment vous contribuez à la dégradation de la biodiversité, au réchauffement climatique. Et nous dire, il faut envoyer cette information au marché, sinon c'est très hypocrite de dire, oui, je suis un peu exposé au risque. Oui, vous êtes exposé au risque parce que vous êtes en train de financer, par exemple, de l'exploration, de l'exploitation pétrolière. Donc ça, c'est vraiment ce concept de double matérialité qui est de dire vraiment, l'analyse par les risques ne suffit pas, il faut penser en termes d'impact. Pareil pour la politique monétaire, ça c'est juste disons une petite copie d'un échange très intéressant. C'était une audition récente, il y a 1 an à peu près, de Jérôme Powell, donc, qui est le directeur de la Fed, la Banque centrale américaine, probablement la plus importante au monde. Et donc une députée états-unienne lui dit, mais dont je vous parlais tout à l'heure, de dire, mais là, l'augmentation des taux d'intérêt est en train de retarder les efforts, les efforts pour lutter contre le changement climatique, pour atténuer le changement climatique. Et Jérôme Powell répond très clairement, ce n'est pas notre travail de considérer, d'analyser les effets des taux d'intérêt sur le changement climatique. Donc il est vraiment en train de dire, est-ce que le changement climatique affecte les taux d'intérêt? Ça, je veux bien. Par contre, est-ce que les taux d'intérêt affectent le changement climatique? Pas mon problème, pas mon mandat. Donc on voit bien qu'il y a des limites très très fortes. Et donc ces approches proactives nous disent, arrêtons de mesurer les risques. Ça n'est pas du tout l'enjeu. Tout ce que je veux prendre dans cette première approche est une perte de temps phénoménale. Il faut regarder comment les banques centrales peuvent utiliser toutes ces actions, je vous parlais tout à l'heure de ces interactions avec les banques commerciales, etc., pour aller rediriger les flux financiers, aller pousser le système financier vers un financement de la transition.
Il y a plein de propositions là-dedans. Là, j'ai mis quelques exemples. Ces gens-là ne seraient pas forcément tous d'accord entre eux. Ils pourraient même discuter de l'intérêt d'être regroupés au sein d'une même catégorie, mais je pense qu'ils viennent, comme je vous disais, d'une vision de la Banque centrale et de la transition assez proche, d'où le fait que je les mette ensemble. Donc une proposition, par exemple, très concrète, c'est de dire que la Banque centrale, au quotidien, elle fait des prêts aux banques commerciales pour assurer la liquidité sur les marchés, etc. Et elle pourrait très bien dire à cette banque commerciale, si vous êtes plus investi dans la transition, vous avez un taux d'intérêt standard, mais si vous êtes très exposé en tant que banque à des ressources fossiles, je vous demande un taux d'intérêt plus élevé. Et donc là, très, très directement, par exemple, il y a eu des propositions qui ont été faites quand les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt face à l'inflation récente, des propositions notamment de Van Cloester, de Van Tilburg, mais également Van Cloester, Éric Monet, un auteur français a également un peu travaillé là-dessus, de dire, on pourrait très bien dire, augmentons les taux d'intérêt, mais pas tous. Quand une banque est investie dans la transition écologique, on garde des taux d'intérêt plus faibles. Comme ça, l'augmentation d'un taux d'intérêt ne pénaliserait pas la transition. On en revient à la réponse de Powell tout à l'heure. La Banque centrale pourrait faire ça. Une autre proposition, c'est que, comme je vous disais, en échange de certains de ces prêts, pas tous, mais certains de ces prêts, les banques commerciales remettent du collatéral en échange. Donc ces actifs. Et là, pareil, la Banque centrale pourrait aller beaucoup plus loin. Au lieu de dire on intègre le risque climatique dans le collatéral, etc., les banques centrales pourraient dire ne me redonnez que du collatéral vert. Et en faisant ça, elles sont en train d'influencer très fortement le prix des actifs verts, en disant moi je veux ces actifs-là, ils valent plus pour moi. On pourrait également parler d'augmentation des fonds propres dans le cadre des accords de Bâle dont je vous parlais, des ratios de fonds propres, ratios de liquidité, de combien de fonds propres et de cash, disons, les banques commerciales doivent garder. Pour ça, on n'aurait pas besoin d'aller mesurer les risques, comme je vous en disais avant. On pourrait très bien faire des mesures très simples. Plus vous investissez dans l'exploitation de ressources fossiles, plus on vous demande des fonds propres. Donc vraiment, l'idée de dire la Banque centrale pourrait agir sans passer par ces analyses extrêmement complexes, longues, etc., d'analyse des risques. On a ensuite des propositions beaucoup plus radicales, en fait, qui seraient d'utiliser les mandats secondaires, de dire les banques centrales pourraient venir soutenir directement les gouvernements, enfin plus ou moins directement. Par exemple, on a eu des propositions dans le domaine français avec des auteurs tels que Isabelle Coupé-Soubéran ou d'autres qui nous disent la Banque centrale pourrait venir investir directement, acheter de la dette publique. Donc l'État émet de la dette verte, une dette souveraine verte pour investir dans les projets de transition, et la Banque centrale ne passe même pas par les marchés financiers, elle rachète cette dette publique-là. Une autre proposition radicale, ou également discutée à un moment au niveau français, c'est d'annuler des dettes publiques. De dire la Banque centrale en fait détient énormément de dettes publiques et la Banque centrale a un bilan en fait très flexible, elle peut être en fonds propres négatifs, etc. Et elle pourrait tout simplement dire j'annule une partie de la dette publique en échange de l'engagement de ce gouvernement dans la transition. Donc on voit bien que ces propositions en fait proactives ont cela en commun, comme je disais, elles sont très différentes sur le principe, etc. Mais elles ont cela en commun qu'elles ne passent pas par l'analyse des risques et qu'elles s'ancrent dans l'idée de dire utilisons la puissance de la Banque centrale pour envoyer des signaux très très forts au marché financier et aider à décarboner l'économie. Donc là encore une fois, on a une approche totalement différente de la première et je pense qu'il comporte également des limites et je ne suis pas le seul, mais d'où le fait d'avoir en fait ce que je propose un peu comme une troisième approche qui est en anglais le terme c'est evolutionary qui à mon avis colle un peu mieux que adaptative, mais une approche un peu plus ancrée à la fois du rôle des banques centrales et de la nature de la transition. Donc cette troisième approche, qu'est-ce qu'elle considère en fait? Elle reconnaît bien que les banques centrales sont des acteurs extrêmement puissants. L'idée de dire nous ne nous cachons pas derrière, on ne fait que la stabilité des prix, stabilité financière, on est neutre, etc. Très bien. Les banques centrales ont vraiment énormément d'impact sur les systèmes financiers et l'économie. Mais on a besoin de toujours contextualiser cet impact-là, de toujours le nuancer, et que les approches dites proactives que je vous ai présentées avant ont peut-être tendance parfois à minima exagérer, peut-être à exagérer ces puissances-là, ou en tout cas, à minima, à la décontextualiser un petit peu. Pour vous donner un exemple très concret, tout à l'heure, je vous ai parlé de stabilité des prix, et je vous dis, voilà, la Banque centrale a augmenté les taux d'intérêt et a pénalisé la transition écologique. Il y a une autre manière de voir l'inflation récente qu'on a vécue, il y a beaucoup de débats aujourd'hui chez les économistes là-dessus, de dire, en fait, cette inflation-là a très peu à voir avec
les leviers sur lesquels peuvent agir les banques centrales. C'est-à-dire que les banques centrales étaient un peu impuissantes face à cette inflation-là, parce que ce n'était pas de l'inflation liée à de la demande, une boucle, disons, prix-salaire, sur lesquels les banquiers centraux peuvent agir en faisant un petit peu augmenter le taux de chômage, etc. On était en fait sur des chocs, reprise post-Covid, guerre en Ukraine, avec différents mécanismes, par exemple des entreprises qui ont un petit peu profiter de ces chocs-là, pas seulement pour répercuter le coût de l'énergie, mais pour augmenter leur marge. Et donc on voit bien en fait que la Banque centrale est très impuissante là-dessus, que c'est vraiment d'autres acteurs qui doivent venir jouer le jeu, le gouvernement qui doit venir aller discuter avec les acteurs, soit contrôler les prix, soit trouver d'autres compromis. Mais on voit que la Banque centrale a soit pas de rôle à jouer là-dedans, soit en tout cas un rôle conjoint à celui des gouvernements. Et donc en fait, il y a besoin de contextualiser ça. De même pour les questions de stabilité financière, on a tendance à se focaliser sur la supervision, etc. La Banque centrale prêteur en dernier ressort quand il y a la panique sur les marchés. Mais il y a plein d'autres mécanismes institutionnels qui contribuent à de la stabilité financière, et notamment tout ce qui va être la question du circuit de l'épargne. Par où circule l'épargne des ménages, des entreprises. On a des arrangements institutionnels. Par exemple, en France, on a la Caisse des dépôts qui gère une très grande partie de l'épargne des Français. Tout ce qui vous parle probablement, livret A, livret développement durable, c'est des choses en fait sur lesquelles on peut également venir jouer, stabiliser des niveaux de dette, de prioriser certains secteurs par rapport à d'autres. Pour donner un exemple, par exemple au Japon, il y a des arrangements nationaux qui font que la dette japonaise, qui est la plus élevée du monde quand rapportée au PIB, mais elle est également très stable car détenue par des agents nationaux. Donc vraiment, l'épargne des Japonais est très fortement réinvestie dans la République japonaise. Donc tout ça vient contribuer par exemple à la soutenabilité de la dette sans que la Banque centrale ait grand chose à faire là-dedans, ou plutôt, pour le dire différemment, elle a un rôle à jouer là-dedans en partenariat avec d'autres. De même, pour la question du soutien au gouvernement, la Banque centrale, bien sûr, pourrait faire plus pour soutenir les gouvernements, mais c'est important qu'elle ne revienne pas, elle ne peut pas en fait créer une politique industrielle, elle ne peut pas créer une politique budgétaire, une politique de redistribution, et donc il y a une tendance à exagérer son pouvoir. Donc ce que je propose ici, pour les dernières slides, parce que je pense que le temps passe vite, c'est en fait un besoin un peu de dépasser cette dichotomie en fait, entre une banque centrale qui serait soit indépendante, soit proactive, et d'arriver en fait à resituer, à recontextualiser ce que fait les banques centrales. Et notamment cette approche adaptative, elle nous permet de critiquer à minima deux choses, deux points de l'approche proactive. La première, c'est que ces propositions proactives, elles sont complètement focalisées sur le besoin de rediriger les flux financiers. Donc en fait, le besoin de faire des investissements verts, Donc très bien, il y a besoin d'investissements verts. Mais ces investissements verts n'ont de sens que s'ils s'inscrivent en fait dans des politiques industrielles, dans les politiques budgétaires, commerciales, distributives, etc. Et en fait, il y a une tendance de ces propositions proactives à être paradoxalement un peu trop technocratique. Ce que je dis paradoxalement parce que c'est des gens qui veulent souvent repolitiser la Banque centrale, mais qui, au final, quand on leur dit mais qu'est-ce qui est vert, c'est quoi le vert, et ils disent bah je sais pas, il y a bien des taxonomies, par exemple l'Union européenne a une taxonomie de ce qui est vert, pas vert, mais c'est purement, ça nous donne aucune idée de vers où il faut aller. Et donc au final, on se retrouve avec des contradictions en fait sans trop savoir ce qui est vert. Par ailleurs, l'idée de dire que la Banque centrale peut très fortement jouer sur le coût du crédit, par exemple, c'est vrai, mais on a bien vu que pendant des années, on avait des taux d'intérêt proches de zéro, voire négatifs en termes réels, et la transition n'a pas eu lieu pour autant. Donc le coût d'accès au crédit est important, c'est sûr, mais c'est un facteur parmi tant d'autres. Et par exemple, il y a des limites très pratiques. Moi, j'avais fait ce papier, par exemple, avec des collègues quand j'étais à la Banque de France, et on s'était dit, c'était un exercice de se dire jusqu'où on peut verdir la politique du collatéral, donc les actifs que la Banque centrale accepte en échange d'un prêt de la part des banques commerciales. Et c'était intéressant parce qu'on avait pris justement une approche un peu technocratique de ce qui est vert, pas vert, etc. On dit soit on l'apprend. Et en fait, plus on voulait verdir le collatéral, moins il y avait d'actifs disponibles. Et à un moment, en fait, il n'y a plus d'actifs parce que l'économie n'est pas verte. Donc la Banque centrale qui bougerait toute seule se retrouve en fait à ne plus savoir quoi accepter et donc à ne pas pouvoir transmettre la politique monétaire. Donc il y a vraiment des limites très très concrètes dans tout ça. Un autre problème en fait de ces approches proactives, c'est qu'elles ont tendance à ignorer en fait plein d'autres sujets qui sont fondamentaux à mon avis, qui sont en fait plein de, par exemple, qu'est-ce qui va se passer dans la cadre de la transition? Est-ce que si on veut revaloriser certains salaires, on parle beaucoup de transition juste, de besoin de revaloriser par exemple les salaires dans l'agriculture pour aller vers une agriculture plus intensive en travail, etc. Donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir de l'inflation. Et très concrètement,
comment réagirait la Banque centrale à ça? Est-ce qu'elle augmente les taux d'intérêt ou pas? L'approche proactive ne nous dit rien là-dessus. De même, en fait, l'approche proactive ne dit rien sur est-ce que la transition, très bien, il faut faire tous ces investissements dont on parle, mais est-ce que ces investissements vont être générateurs de croissance ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on va être dans un scénario de croissance verte, de croissance zéro, de décroissance? Ça va avoir des impacts complètement différents, par exemple sur le comportement des entreprises, des acteurs financiers, etc. Comment se positionne la Banque centrale par rapport à ces questions-là? Tout cela n'est pas traité par ces approches proactives qui sont vraiment complètement focalisées sur ces investissements verts. Donc c'est l'idée de dire qu'il manque, disons, le cadre d'analyse me semble assez incomplet. Et donc en fait, il y a quelques acteurs, quelques auteurs avec lesquels j'ai tendance, disons, à m'identifier à titre personnel, qui ont proposé un petit peu de recadrer le débat, de resituer le débat, de dire à quoi ressemblerait cette approche proactive. Là, je vais donner un seul exemple d'un chercheur français, Éric Monet, à l'EHESS, qui par exemple a fait une proposition très concrète de créer ce qu'il appelle un Conseil européen du crédit. Et donc ce Conseil européen viserait en fait serait composé de différents acteurs qui incluraient les banques centrales, mais également des syndicats, des groupes industriels, des banquiers privés, etc. Et c'est des choses qui ont existé en fait après la Seconde Guerre mondiale, par exemple en France, l'idée de recréer ça et de mettre ce comité, en fait, ce Conseil, sous le contrôle du Parlement européen. Donc on serait bien dans cette idée de il faut démocratiser un peu la Banque centrale, c'est la question, mais la question n'est pas de savoir si elle est indépendante ou pas, la question de savoir avec qui elle dialogue, comment. Et ce Conseil européen, ce Conseil du crédit en fait, viserait à débattre des priorités, comme c'était le cas après la Seconde Guerre mondiale, en fait, de dire comment on alloue le crédit à des priorités sociales, écologiques, économiques, etc. Et dans ce cadre-là, la Banque centrale peut être amenée à prendre différentes décisions. Par exemple, ce qu'on avait dans les années 50, c'est que la Banque centrale pouvait de manière assez discrétionnaire dire à une banque je demande plus de liquidité à une banque qui n'investit pas dans des obligations du Trésor, disons des obligations souveraines, et je demande moins de contraintes à des banques qui vont plus facilement soutenir l'effort de reconstruction. Donc l'idée est de venir reconstruire un petit peu ce schéma-là, mais avec une banque centrale qui n'est jamais seule en fait, qui seule n'a pas grand-chose à faire, mais qui peut prendre part à des discussions, notamment sur l'allocation du crédit. Donc c'est juste un exemple de comment on passe en fait de ces propositions très concrètes qu'on a vues dans les approches 1 et 2 à quelque chose, comme je vous disais, qui est peut-être un peu moins attirant à première vue, parce que là, il n'y a pas une proposition aussi concrète, mais qui est plus une grille d'analyse qui, personnellement, me paraît un petit peu plus prometteuse. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle résout tous les problèmes. Hein. Par exemple, dans les propositions d'Éric Monet, je pense qu'il y a c'est vraiment un chercheur que j'admire, hein, c'est une critique, disons, amicale, mais je pense qu'il y a une croyance très forte de sa part dans les pouvoirs, disons, de la démocratie délibérative. C'est-à-dire qu'en délibérant, en discutant, en négociant, on trouvera des solutions. Et je pense que dans la pratique, il y a des questions fondamentales qui se posent. Par exemple, dans ce Conseil européen du crédit, les générations futures ne sont toujours pas représentées. Donc, pourquoi est-ce qu'on irait donner la priorité à ces générations-là? Ou par exemple, les populations des pays pauvres ne seraient a priori pas représentées. Et donc comment on prend en compte que quand les banques centrales des pays riches agissent, ça impacte aussi le coût du crédit dans les pays pauvres? Donc il y a plein de questions comme ça où il peut toujours y avoir de la conflictualité qui est peut-être un petit peu mise sous le tapis, je pense, dans sa proposition, mais à mon avis, elle n'en reste pas moins pertinente et intéressante à creuser. Donc, j'imagine que j'arrive à la fin de mon temps, mais vraiment pour conclure en une slide, hein, l'idée était de rappeler un peu qu'il est très prometteur, à mon avis, de voir que les banques centrales, le sujet de ces banques centrales dans la transition écologique est désormais posé, débattu, avec néanmoins cette difficulté à comprendre un peu d'où viennent les propositions sur risques, proactives, etc. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'était un peu de réorganiser ces propositions en fonction de comment est-ce que les gens qui font ces propositions voient les banques centrales, comment est-ce qu'ils voient la transition. Et je pense qu'on arrive à gagner un petit peu de clarté. Et à mon avis, ça exacerbe le besoin de dépasser cette dichotomie entre est-ce que la banque centrale doit être indépendante ou est-ce qu'elle doit être au service de la population, et d'aller vers cette approche un peu plus adaptative, en fait, qui reconnaît
pleinement la puissance des banques centrales, qui ne se cachent pas derrière ces analyses par les risques, mais qui pour autant essayent de contextualiser leur action toujours en fonction de différents scénarios, de reconnaître qu'il va y avoir plein d'arbitrages, plein de décisions difficiles à prendre, mais au moins qu'un cadre, une grille d'analyse qui me semble un petit peu plus exhaustive et complète. Et je m'arrête ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé et on peut se laisser un peu de temps s'il y a des questions. Donc, faut pas hésiter. J'ouvre la discussion. Merci pour cet exposé. Tu évoquais la Fed qui avait quitté le NGFS. Et alors j'ai pensé, je sais que tu es un lecteur de Pierre Charbonnier, il a écrit un livre l'année passée sur l'écologie de guerre et le fait que l'écologie entre dans la géopolitique et que le climat va être de plus en plus un lieu de tension et de conflit. Et je me demandais si les banques centrales et les politiques monétaires pouvaient aller être le reflet aussi de ces tensions qui iront certainement croissantes. Merci. Merci pour la question. Et n'hésitez pas pour les autres à poser des questions sur ce que vous voulez. Et même si c'est des points de compréhension de choses que j'ai dit, comme je vous disais, il y a des sujets très techniques et l'idée n'était pas de passer 1 heure dessus, mais j'ai peut-être trop survolé, donc vraiment n'hésitez pas. Donc sur ta question, Adrien, je pense que oui, je pense qu'il y a bien une sorte de géopolitique des banques centrales, en tout cas une géopolitique monétaire qui existait. Il y a des travaux dessus déjà en dehors du changement climatique. Il y avait par exemple des gens comme Benjamin Cohen qui ont travaillé sur la géopolitique des monnaies, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de travaux qui existent. Et je pense que dans le cadre de cette politique monétaire climatique, il y a pas mal de choses qui vont se passer. Personnellement, moi je dirais que le retrait de la Fed du NGFS a le mérite aussi un petit peu de clarifier les choses. On a vu, en fait, il y avait beaucoup ces dernières années, beaucoup d'engagements d'acteurs financiers privés qui se mettaient dans des coalitions de gestionnaires d'actifs pour verdir ESG, etc. Et en fait, on voit bien qu'en ce moment, elles se retirent toutes. Et il y avait un petit peu, personnellement, j'étais un petit peu parfois agacé par cette mode de voilà, la finance privée va nous sauver sans qu'on sache pourquoi et comment ça se fait que d'un seul coup elles vont trouver les mécanismes de financement que personne d'autre ne trouve. On parle de biens publics qui souvent ne sont pas rentables ou à très long terme, pas dans les horizons temporels de ces acteurs. Donc pour moi, je dramatise pas cette sortie-là. En revanche, ça pose vraiment, oui, des questions de savoir. Les États-Unis, monnaie du dollar avec une banque centrale qui ne prendra pas du tout en compte, encore moins que d'habitude, l'impact de ses politiques, sa politique monétaire sur le reste du monde et qui par ailleurs ne se préoccupe pas du tout de climat, ça ouvre la porte en fait pour d'autres acteurs de se dire est-ce qu'on se positionne là-dessus. Et on voit aujourd'hui par exemple qu'il y a, si on prend le cas de l'Amérique latine, qu'il y a toute une stratégie déjà de la Chine avec de nombreux pays latino-américains. Par exemple, beaucoup d'échanges de devises, en fait, des swaps de devises. On prend l'exemple de l'Argentine. L'Argentine a réussi à peu près à maintenir, à ne pas être en défaut de paiement, notamment parce qu'il y a des swaps de devises avec la Chine qui leur a permis d'avoir indirectement accès à des dollars vis-à-vis du yuan. Et donc, je pense que ça ouvre la porte pour plein d'autres acteurs pour se positionner là-dessus, de se dire est-ce qu'on a envie d'avoir une stratégie monétaire qui est un petit peu plus universaliste que ce que va proposer la Fed et qui peut être connecté à des sujets environnementaux. Typiquement, l'Union européenne ne se positionne pas du tout là-dessus, pour, je pense, les raisons que l'on connaît, difficulté d'agir avec de nombreux acteurs. Je pense un cadre aussi idéologique qui a du mal à reconnaître, je parlais de cette vision des banques centrales au niveau de la BCE, enfin de l'eurosystème. La
la vision est très très marquée par la vision allemande de la monnaie, qui est vraiment le pays qui insiste le plus sur ces questions d'indépendance, de neutralité de marché. Donc il y aura un refus très très fort en fait du fait de se dire tout ça est déjà politique et déjà géopolitique, donc il faut l'utiliser. Mais de facto, ça va être le cas avec des enjeux vraiment je pense, de zones, de devises. Est-ce qu'il y a une dédollarisation de certains blocs, ou en tout cas des dollarisations partielles? Donc je pense que c'est le début d'un mouvement qui va s'approfondir et qui sera, d'un point de vue de la recherche, assez intéressant à suivre, je pense, mais inquiétant également d'un point de vue politique. Merci. Il y a peut-être d'autres questions? Vous avez énoncé que dans les mandats, les banques centrales devaient s'occuper des enjeux écologiques. Et si vous avez dit que, donc j'ai un problème de compréhension sur le fait que augmenter les taux d'intérêt, ça empêche les projets environnementaux. Donc pourquoi les banques centrales augmentent les taux d'intérêt? On prend une à une. Merci pour la question. Donc oui, je pense que la question que vous posez, oui, en fait, elle soulève toute l'ambiguïté et l'ambivalence de l'action des banques centrales. C'est-à-dire que le discours vise à dire nous ne changeons pas notre mandat, nous ne sommes pas là pour résoudre la transition écologique, mais nous allons comprendre comment elle impacte nos métiers habituels. Donc par exemple notre politique de taux d'intérêt, notre politique de supervision, etc. Et en fait, tout ça est vu de manière toujours très externe. Et l'idée de dire la Banque centrale ne fera que refléter la bonne décision. Mais quand décision s'impose, comme ces dernières années où il y a eu de l'inflation, donc la Banque centrale a dû se poser la question, est-ce qu'on augmente ou pas les taux d'intérêt, l'enjeu climatique est passé complètement au second plan. Donc ça, on voit bien en fait qu'au quotidien, il n'est pas du tout aussi présent que le mandat primaire. Il y a une autre manière de le voir, on pourrait dire, qui est qu'en fait, il y a un arbitrage qui se dessine. C'est-à-dire que si on reconnaît qu'augmenter les taux d'intérêt peut contribuer à retarder la transition, on est en train de dire qu'il y a un arbitrage qui se dessine entre la stabilité des prix à court terme, il faut augmenter les taux d'intérêt, et la stabilité financière à long terme. On ne fait pas la transition. Et aujourd'hui, et c'est un des problèmes en fait des horizons temporels, c'est que tout ce qui va être du court terme va toujours prendre le dessus. Ça, c'est quelque chose qui avait été assez bien identifié dans le premier discours. Je vous disais que le coup d'envoi de tout ça, c'était Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. Le titre de son discours s'appelle « La tragédie des horizons ». Et donc, il parle vraiment de ce sujet-là, en fait, que les banquiers, enfin, que tous les acteurs financiers, politiques, etc., mais que les banquiers centraux sont également prisonniers d'un horizon temporel. En général, on regarde à 1 an, 3 ans, 5 ans. Et donc, il se dit, en fait, le changement climatique, ça nous demande de penser à plus long terme. Et comment on fait? Et là où il y a une vraie contradiction, à mon avis, c'est que sa réponse n'est pas à la hauteur. Sa réponse, c'est de dire, on va analyser les risques. Mais les risques, par défaut, ne résout pas un horizon temporel. Ou il le résout de manière très, très problématique. C'est-à-dire que si on dit, par exemple, dans 100 ans, tout va s'effondrer. Je ne dis pas que c'est ma vision, mais disons qu'il y a un effondrement massif dans 100 ans. Et dans ce cas-là, ça veut dire quoi pour le risque aujourd'hui? Le risque, c'est actuel. Et donc, il va y avoir cette question qu'on appelle le taux d'actualisation, en fait. Et, ce qui se passe dans 100 ans, on dit qu'on va perdre 1 million en 100 ans, mais ça vaut combien aujourd'hui? Est-ce que ça vaut aussi 1 million? Est-ce que ça vaut 1000? Est-ce que ça vaut 100? Et par définition, le fait de ramener ça, d'actualiser ça, va faire diminuer le risque. Donc, il y a un peu une ambiguïté déjà en discours de Carney, où il identifie très bien le problème, mais sa solution de l'analyse des risques n'est pas du tout à la hauteur, et elle ne permet pas de faire ces arbitrages, notamment au niveau du taux d'intérêt. Il faut l'augmenter, on l'augmente. Et tant pis pour le climat. Bonjour, moi j'avais 2 questions, donc je vais les enchaîner. Vous avez parlé des banques centrales de manière indépendante et je voulais savoir comment elles s'interconnectent entre elles et comment cette interconnexion est faite et si elle est étudiée et si oui, par qui. J'avais une deuxième question qui est la France a beaucoup investi dans la transition écologique. Est-ce que la Banque de France, voire la BCE, considère la possibilité d'annuler la dette publique française ? Merci. Merci.
Donc je commence par la seconde question. La réponse est non. C'est pas du tout, prise en compte. En fait, il y a eu un débat plutôt français qu'européen ou global sur cette question d'annulation de la dette publique. C'est plutôt des chercheurs français qui ont un petit peu agité un peu le débat là-dessus, enfin poussé ces questions-là. Et au niveau, par exemple, de la Banque de France, ça a été officiellement complètement ignoré. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a eu aucune position prise là-dessus. De facto, il y aura je vois vraiment mal une banque centrale annuler une dette publique. Au-delà de ce que je pense qu'il faut le faire ou pas personnellement, etc. Mais je la vois vraiment mal annuler ça parce que, en fait, on est bien dans le registre du possible. La banque centrale pourrait le faire, elle détient la dette publique énormément, elle pourrait essayer de l'annuler, mais on serait quand même dans une rupture majeure, vraiment extrême, par rapport à toutes ces actions, à tout son cadre opérationnel, etc. Donc ce serait un risque énorme pour un banquier central de dire tiens, je fais ça. Et ça pose également une question de dire pourquoi un banquier central le ferait. Ils sont en train d'acter en fait que le soutien au gouvernement est primordial. Et justement, ça pose ces questions en fait d'arbitrage entre le mandat primaire, on est là pour l'inflation, pour la stabilité des prix, pour la stabilité financière, et d'un seul coup de dire on annule de la dette au nom de quoi? Est-ce qu'on peut dire que c'est au nom de la stabilité des prix, au nom de la stabilité financière? C'est quand même des arguments un peu, c'est un petit peu, disons, compliqué, quoi. Donc ce serait plutôt, si ça arrivait, je pense que ce serait imposé par justement le pouvoir public, les pouvoirs politiques, qui redéfiniraient le mandat des banques centrales, mais pas par les banques centrales dans le cadre de leur mandat actuel. Ça, je le vois vraiment pas arriver. Après, moi, mon avis, c'est que sur ce sujet-là, j'ai une position assez critique, je dois dire, sur l'annulation des dettes, parce que je pense que d'un point de vue conceptuel, c'est très intéressant. Ça montre que la dette est une construction sociale, qu'on peut faire plein de choses, etc. Oui, mais de facto, c'est un signal, en fait, c'est une perturbation énorme de tout le fonctionnement du système économique. En fait, on peut annuler comme ça une dette parce qu'on a d'autres objectifs dans la vie. Et je pense qu'il y a des manières, en fait, tout aussi stratégiques d'avancer sans mettre un énorme coup de pied dans la fourmilière. Et par exemple, on a vu au moment en fait, du Covid, la plupart des dettes émises par les gouvernements étaient rachetées par les banques centrales, en fait. Et il y avait déjà une sorte de soutien de la soutenabilité de la dette qui se fait via les banques centrales. Je pense qu'il y a plein d'autres canaux pour assurer la soutenabilité de la dette sans forcément passer par des politiques, disons, de coupes budgétaires. Notamment, on peut penser au circuit de l'épargne que j'ai mentionné un peu rapidement. On peut penser la manière dont les banques centrales continuent à acheter de la dette publique. On peut penser bien sûr à des sujets de taxation, imposition, etc. Et donc j'en reviens un peu à cette idée un peu adaptative qui est de dire, je ne dis pas qu'il ne faudra jamais penser à ces sujets-là, mais c'est un sujet parmi tant d'autres que quand on le propose de manière décontextualisée, de dire il faut annuler la dette publique, c'est un peu étonnant d'en arriver à une solution aussi radicale sans en être passé à qu'est-ce qu'on peut déjà faire avec l'imposition, qu'est-ce qu'on peut faire en faisant mieux circuler l'épargne, qu'est-ce qu'on peut faire en rachetant de la dette publique existante. Et donc c'est un peu là où j'ai un petit peu du mal, moi, à soutenir cette initiative-là. Même si conceptuellement, je trouve ça intéressant de pouvoir en débattre de manière assez ouverte et je ne fais pas du tout partie des gens qui ont été très agressifs envers cette position, c'est pas du tout mon cas. Et pardon, sur la première question, interconnexion entre banques centrales, alors oui, il y en a beaucoup. Par exemple, dans le cadre du comité de Bâle dont j'ai parlé, il y a un comité qui s'appelle le BCBS, c'est le Basel Committee for Banking Supervision, si je ne me trompe pas. Et donc là, en fait, c'est un réseau de banques centrales, principalement des pays riches. J'ai plus en tête là combien il y en a, mais je dirais une trentaine de banques centrales et superviseurs. Qui ensemble en fait contribuent à définir tout ce qui va être la supervision et la réglementation bancaire en fait, justement à définir les fonds propres des banques, à se positionner sur comment définir la stabilité financière. Par exemple, il y a eu après la crise financière de 2007-2008, il y a le concept de risque systémique qui a été vraiment repris en compte par le BCBS. Et donc ils se sont dit en fait on s'est trompé, jusqu'à présent on regardait le risque au niveau de chaque institution et donc on a oublié de regarder le risque au niveau du système dans son ensemble. Et donc on a redéfini un peu ce que c'est que le risque financier à ce moment-là. Donc là il y a beaucoup de collaboration. Ensuite, il y a des cadres de collaboration moins formels où il n'y a pas de réglementation. C'est le cas du NGFS, de ce réseau dont je parlais. C'est un réseau de partage de bonnes pratiques pour le verdissement. Et ensuite, on a des actions de facto, des coopérations de facto. Je mentionnais par exemple les swaps de devises, les échanges de devises entre la Chine et l'Argentine. Ça se joue
En fait, ça inclut les trésors et les banques centrales, mais ça inclut les banques centrales. Mais on a eu aussi, par exemple, au moment du Covid, un début de crise de la dette qui n'a fait que s'accentuer, mais des tensions sur la dette de pays en développement. Et par exemple, la Fed, la Banque centrale américaine, a accepté de faire des swaps de devises avec différents pays. Et d'ailleurs, et ça rejoint un peu la première question sur la géopolitique des banques centrales, c'était qu'avec des pays amis. Donc par exemple, la Banque centrale du Mexique pouvait obtenir des dollars très rapidement en déposant des pesos mexicains moins demandés auprès de la Fed. Donc il y a de facto, il y a aussi pas mal de collaboration entre les banques centrales. J'espère que ça répond à votre question. On peut prendre encore peut-être 2 questions. Il y en a une ici. Oui, ma question est la suivante, c'est y a-t-il une hiérarchie entre la BCE et les banques centrales des pays membres de l'Europe? Ou je pose ma question de façon différente. Peut-on imaginer qu'une banque centrale d'un pays européen est une initiative autonome par rapport à la BCE et je dirais un petit peu en dehors des contraintes actuelles de la BCE? Merci. Oui, c'est très intéressant. Alors, la Banque centrale fait beaucoup de choses, donc je voudrais être sûr de ne pas rater quelque chose. Il y a peu de marge, pour le dire très clairement, parce que la BCE, en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est que la BCE déjà donne parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau national. Par exemple, la mise en œuvre de la politique monétaire, cette question de on achète des actifs, on prend du collatéral, etc., fait au niveau national, mais avec les critères qui viennent de la BCE. Donc en fait, là, il n'y a pas de marge, ou s'il y a de la marge, c'est vraiment de la marge d'interprétation, ça va être, mais il n'y a pas de capacité pour une banque nationale, par exemple la Banque de France, de dire bon, la BCE, vous allez vraiment doucement, moi là, je vais commencer à n'accepter que des actifs verts en retour, ou je vais changer mon taux d'intérêt. Ça, c'est vraiment absolument impossible, hors mandat. La seule chose qu'il y aurait, c'est une capacité, en fait, c'est plutôt en sens inverse, c'est aller essayer de convaincre depuis le bas. Parce que la BCE, et c'est là où peut-être que je contesterais tout simplement, le terme de hiérarchie, parce que techniquement, la BCE, le résultat, notamment au niveau de son board, de son comité décisionnaire, etc., de l'interaction de tous les banques centrales nationales. Donc en fait, la BCE ne se superpose pas aux banques centrales nationales, c'est-à-dire qu'elle donne les orientations, les politiques, etc., mais qui doivent être le reflet de ce qu'ont fait remonter les banques centrales nationales. Par exemple, la décision d'augmenter les taux d'intérêt, ça a été le fruit de débats entre des positions qu'on appelle parfois entre colombes et faucons, disons, avec des positions plus dures. Par exemple, la Bundesbank, depuis le début, était furieuse contre les politiques d'assouplissement quantitatif, de taux d'intérêt négatifs, etc. La Bundesbank ne voulait rien savoir de tout ça et a toujours poussé pour refermer le rideau des politiques dites non conventionnelles et réaugmenter les taux d'intérêt. Alors que des banques centrales comme la Banque de France était un peu plus du côté dit des colombes, avec, disons, toujours ce regard sur stabilité des prix, stabilité financière, mais avec une marge d'interprétation un petit peu plus large, quoi. Donc ce serait plutôt dans le sens d'aller convaincre vers le haut que de pouvoir interpréter différemment ce qui a été décidé en haut. Là, malheureusement, malheureusement ou pas, mais en tout cas, ça s'applique tel quel. On va prendre peut-être une dernière question. Bonsoir. Alors, ma question, c'est par rapport au taux directeur. Je ne sais pas si ça avait été dit sur la partie proactive, mais je me demande si c'est possible de mettre en place un taux directeur vert qui soit capable de financer ou d'avoir plus de liquidité envers des projets verts ou des banques qui sont plus vertes, quoi. Par exemple comme Gringot ou comme Nexus, je crois ça s'appelle. Mais voilà. Merci. Oui, c'est possible. Je l'ai évoqué brièvement. En effet, il y a plusieurs propositions qui s'organisent à ce niveau-là. Il y en a une que j'ai pas mentionnée, qui est une proposition qui porte sur ce qu'on appelle les TLTRO. C'est les Targeted Long Term Refinancing Operations. Et en fait, après la crise financière 2007-2008, il y a eu quelque chose de vraiment pas très conventionnel fait de la part de la BCE, qui a été d'allouer des prêts à des taux préférentiels aux banques en échange de l'investissement, de prêts de ces banques à des PME. Donc là, on n'était pas dans du vert, hein, mais ça a été quelque chose qui était quand même assez novateur, en fait, de dire on prête à des taux différenciés à des banques en échange de prêts dans des PME. Ça a été fait de manière assez
assez problématique parce que c'est l'argent, il y a la question de la fongibilité de l'argent, donc en fait c'est pas comme si c'était pas mis dans un pool de vérifier qu'ensuite c'est prêté à des PME. Comment est-ce qu'on, même si la banque a augmenté ses prêts à des PME ensuite, est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à cette action de la Banque centrale ou parce que l'économie a un peu changé, donc le succès de cet instrument-là n'est pas clair, mais il y a des gens qui ont proposé de l'adapter et à des TLTRO verts. Par exemple, il y a une proposition qui vise à soutenir tout ce qui est effort de rénovation thermique via ce type de prêt. Ou alors les taux d'intérêt également différenciés, tout simplement de dire une banque qui de manière générale est plus investie dans des énergies renouvelables, je lui fais un prêt à un taux à bonifier par rapport à celle qui investit dans des énergies fossiles. Moi, justement, avec cette approche un peu plus adaptative que je présentais, j'ai un petit peu des doutes sur la pertinence de faire ça. Parce que typiquement, par exemple, si on pense à ce TLTRO vert pour l'immobilier, pour la rénovation thermique, je pense que le manque d'avancement dans la rénovation thermique, il est le fruit quand même d'un manque de politique sectorielle. On parle vraiment de politique de construction, de politique de la rénovation. Est-ce qu'il faudrait en fait dans un premier temps se dire, si on mettait en place vraiment des obligations de rénovation fortes, par exemple de dire tout de suite il y aurait des questions d'équité qui se poseraient. Les ménages riches peuvent peut-être le financer. Ils auront un peu moins d'épargne. Les ménages pauvres ne pourront pas le financer et du coup il faut que les pouvoirs publics le prennent en compte. Et ça pourrait, par exemple, a priori, être plutôt le gouvernement. Si le gouvernement le prend en compte, commence à financer ça, ça fait augmenter la dette publique, par exemple. Et donc, je vois plus, en fait, l'action de la Banque centrale de dire comment ils soutiennent indirectement le gouvernement pour que le gouvernement puisse faire ça. Mais que la Banque centrale vienne intervenir directement sur le marché de l'immobilier et de la rénovation thermique, conceptuellement, et c'est pas parce que, peut-être que j'ai travaillé longtemps en Banque centrale et que j'ai pris cette vision conservatrice, mais je pense que ça vient d'un autre regard, d'une vision qui est plus de dire quel est le rôle d'un technocrate pour venir décider de la rénovation thermique? C'est vraiment, il y a un problème fondamental, je pense, d'organisation, et qu'on a tendance à utiliser la finance et les banques centrales un peu comme sauveur du fait du manque d'action des gouvernements. Et c'est là je pense qu'il y a un problème vraiment conceptuel qui ensuite donne lieu à des problèmes d'application méthodologique. En fait, le jour où il y a un problème, on va demander quoi au banquier central de commencer à dire que c'était de la bonne rénovation, pas de la bonne rénovation. Donc on s'embarque dans des choses. Je ne dis pas que je fermerai totalement la porte, mais que l'approche adaptative dont je parlais me paraît plus à même de dire qui aurait dû faire ça dans un premier temps. Et ensuite, est-ce que la Banque centrale peut aider à faire ça, mais pas la Banque centrale doit le faire elle-même. Il me semble avoir vu une main par ici, peut-être. Et puis Nicolas conclura par sa question. Bonjour, j'aimerais revenir sur la problématique de rachat ou de l'annulation de dette publique par la Banque centrale. En fait, quelles seraient les problématiques, hormis l'aspect de la redéfinition du mandat des banques centrales, quel serait l'impact d'un rachat massif des dettes publiques par la Banque centrale sur l'économie ou sur le secteur financier? Elle n'est pas facile, cette question. Merci. Il y a différentes manières de le voir. Ceux qui soutiennent la proposition disent parce qu'il y a un effet mécanique qui est que la Banque centrale va faire une perte là-dessus. Elle annule une partie de ses actifs, en fait, qui valent d'un seul coup zéro. Là, il n'y a plus rien, pas de remboursement. Et ceux qui soutiennent la proposition nous disent c'est vraiment pas grave. Même si demain la Banque centrale n'avait plus de fonds propres, qu'elle passe en fonds propres négatifs, on a des exemples où ça arrive. Parce que la Banque centrale a un pouvoir de création monétaire illimité, qui est réel, on le voit dans des moments de crise, etc. Les bilans des banques centrales ont été multipliés par 4 ou 5 entre 2007 et 2020, en gros, donc c'est très plastique, il n'y a pas de limite. Une autre manière de le voir, c'est que statutairement, la Banque centrale est intégrée, en fait, doit reverser ses profits au gouvernement, et que le gouvernement doit recapitaliser la Banque centrale en cas d'annulation des dettes. Donc une critique que je ne partage pas pleinement, mais une critique qui est réelle dans le cadre actuel, c'est de dire en fait si la Banque centrale fait des pertes à la fin de l'année, c'est à l'État de venir les compenser. Je ne vais pas rentrer en trop d'arguments techniques, mais c'est un argument qui me paraît un petit peu malhonnête, mais qui pourrait être mis sur la table, qu'au final, le contribuable, on lui a annulé la dette là, mais en fait, il la repaye là pour aller compenser le fait que ça a été annulé. Il peut y avoir cet enjeu-là. Après, moi, ce qui me paraît plus fondamental, c'est
Et juste pour que ce soit clair, je ne suis pas en train de justifier un ordre social existant, qui est très problématique pour plein de raisons, mais il peut y avoir une tendance à ignorer complètement la structure institutionnelle existante en disant, imaginez que vous êtes investisseur, que vous investissez dans de la dette publique. Et d'un seul coup, vous avez la Banque centrale qui est le plus gros détenteur de dette publique, qui annule tout ça, ou une partie de tout ça. Quelle est votre réaction face à ça ? Est-ce que vous êtes pris d'un mouvement de panique, de dire « Oula, qu'est-ce que ce truc-là ? Je le vends, par exemple ». Et là, par exemple, les gens qui ont fait des propositions en vue d'annuler la dette publique ont dit non, bah, ça rassurait les investisseurs parce que ça dégage des marges fiscales, etc. Moi, ça ne me convainc pas du tout. Je pense qu'un investisseur privé qui voit ça se dit j'ai plutôt intérêt à aller vers des devises des banques centrales qui sont plus carrées, plus orthodoxes, et donc en fait, ça peut déclencher potentiellement un mouvement de panique. Encore une fois, je ne dis pas je le souhaite, je ne dis pas ça va arriver, etc. Mais il me semble que c'est quand même quelque chose de majeur en fait. On est en train de changer toute l'organisation de relation entre banque centrale, investisseurs, État, et on le fait en fait comme si c'était toute chose égale par ailleurs, quoi. Et en fait non, tous les agents vont recevoir ça comme une nouvelle fondamentale. C'est un séisme quand même comme annonce, quoi. Et c'est là, il me semble qu'il y a vraiment un manque de travail sur, soyons réalistes, comment les marchés financiers réagiraient. Je ne pense pas qu'ils réagiraient bien. Et encore une fois, je ne dis pas ne faisons pas ça. J'ai surtout pas envie d'aller fermer l'horizon des possibles, hein. Je pense qu'on est dans un moment assez urgent, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières d'avancer sans passer par cette action potentiellement inflammable, quoi. Depuis les années 70, le Trésor public ne peut plus se financer auprès de la Banque centrale. Oui. Donc il y a une loi qui est passée. Oui. Voilà. Et depuis cette date, la dette de la France augmente considérablement de façon pratiquement linéaire, si ce n'est pas exponentielle. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen de revenir sur cette loi ? Revenir là-dessus, cette décision qui a été fondamentale. Alors je crois qu'elle a été prise aux États-Unis avant. Oui. C'est comme si le secteur bancaire mondial avait pris le pouvoir sur les États, et les États sont dépendants des agences de notation qui leur donnent des notes. Vous êtes un bon élève, vous êtes un mauvais élève. Il y a un truc qui cloche, non ? Oui, merci Paul. Non, tout à fait. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait que les marchés financiers dans l'ensemble ont un pouvoir sur le coût d'endettement des États et du coup sur les politiques derrière, sociales, écologiques, etc., qui est de plus en plus important et qui me semble très problématique. En revanche, j'aurais tendance à pas... je suis pas forcément d'accord avec l'argument qu'on entend de temps en temps qui est lié à cette loi-là des années 70, en effet, selon les pays, notamment parce qu'en fait, les banques centrales, quand cela n'était pas interdit, ça ne veut pas dire que c'était possible, quand ça n'était pas explicitement interdit, en fait les banques centrales finançaient très 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 rarement directement les États, hein. C'était pas un levier qui était vraiment utilisé. Et par exemple, l'augmentation de la dette publique des pays riches, en fait elle est principalement dans les pays qui ont en fait qui ont délocalisé énormément à l'étranger, par exemple. On peut penser à la dette publique des États-Unis, de la France, etc. Dans le cas de l'Allemagne, la dette publique a bien au moins augmenté. Donc je pense que j'aurais pas tendance à avoir une cause qui est uniquement liée à cette mesure-là. Mais je pense que le signal envoyé, en effet, par ces mesures-là était de dire donnons plus de pouvoir au marché. Les marchés sont en mesure de pricer fondamentalement la valeur de la dette publique, alors que si on laisse les gouvernements se mettre là-dedans, par définition, ils vont faire n'importe quoi, ils vont faire de la création monétaire, etc. Donc ça, je ne suis pas d'accord avec l'argumentation qui a mené à ça, en effet. Elle me semble très problématique, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a beaucoup de marge en fait dans les mandats existants pour les banques centrales. Je parlais tout à l'heure des TLTRO où ils ont fait des prêts différenciés pour les PME il y a quelques années. On se dit mais en fait si c'est bien parce que ça aide les PME, donc c'est bien pour la stabilité des prix in fine, etc. Et on voit bien au moment du Covid, les banques centrales ont racheté toutes les émissions de dette publique au moment du Covid, presque tout était racheté par les banques centrales en fait. Mais sur le marché secondaire, c'est vrai. C'était en passant par les marchés financiers. Donc on pourrait dire qu'il faudrait couper cet intermédiaire-là. Moi j'aurais tendance à ne pas me focaliser sur ce point-là en particulier. Et je pense que le pouvoir des marchés financiers, c'est un vrai problème, mais qui peut être traité de plein d'autres manières. Et on en revient à ces questions, en fait, qui sont ces marchés financiers ? C'est aussi de l'excédent, de l'épargne de personnes riches dans les pays riches. Est-ce qu'il y a une question d'imposition, de redistribution ? Est-ce qu'il y a une question de circulation de l'épargne ? Je pensais tout à l'heure, par exemple, dans le cas du Japon, en fait, où on sait qu'il y a une circulation très forte de l'épargne des Japonais qui repart dans la dette japonaise, ce qui fait qu'elle reste en fait assez stable, alors
alors que la dette publique japonaise représente en gros 200, je ne sais pas où c'en est maintenant, mais en gros à peu près 250% du PIB, donc le double de la France, et il n'y a pas d'inquiétude majeure là-dessus. Donc je pense qu'il y a plein de canaux possibles et qu'on peut remettre la Banque centrale dans différents lieux, mais je n'ai pas l'impression que ce soit nécessaire que la Banque centrale aille directement acheter de la dette publique aux États. Je dirais que c'est pas... Je ne suis pas contre, encore une fois, mais je pense qu'il y a d'autres choses beaucoup plus pertinentes à faire, comme ce que je mentionnais, circulation de l'épargne, imposition, etc., qui peuvent résoudre des enjeux de dette publique. Mais ravi d'en parler plus, si vous voulez. C'est à moi que revient la dernière question. Enfin, sur le Conseil européen du crédit, je connais un peu les travaux d'Éric Monnet, mais moins que toi. En fait, ça fait référence au Conseil national du crédit, où en fait on avait un encadrement du volume du crédit qui remplaçait un peu le contrôle de la création monétaire par les taux d'intérêt. Et donc est-ce que dans sa proposition de faire ça, ça veut dire qu'on aurait quand même une institution à côté de la BCE. Au début, la BCE va contrôler la création monétaire, l'allocation de la nouvelle monnaie serait sous le contrôle du Conseil européen du crédit. Mais comme c'est sous le contrôle du Parlement européen, on a créé une institution plus démocratique qui un jour va dire, mais en fait, on veut aussi contrôler la création monétaire. Pas simplement l'allocation de la nouvelle monnaie, mais contrôler les volumes de crédit. Et donc, du coup, on a une BCE qui est un peu, qui serait un peu vidée de sens. Est-ce que c'est ça un peu le plan secret d'Éric Monnet? J'en suis pas convaincu. Mais tu vois où je veux en venir, c'est qu'au bout d'un moment, on a deux institutions concurrentes avec des factions, en fait, qui seraient en lutte pour le pouvoir de la création monétaire. Oui, je ne sais pas si Éric Monnet a un plan secret, en effet, il faudrait lui demander. Mais je ne l'avais pas vu sous cet angle-là. Je n'avais pas forcément vu un risque de dérive ou de capture de la création monétaire par le pouvoir public. J'ai l'impression que son idée, c'est vraiment plus il parle souvent de cette idée de démocratiser la banque centrale et donc de plutôt en fait de la rendre redevable et de ces discussions au pouvoir public, quoi, et de ne pas pouvoir circuler, disons, un peu en secret en disant bah voilà, là, il fallait augmenter les taux d'intérêt, ça ne se discute pas, on est indépendant. Donc moi, je vois vraiment plus sous cet angle de dire de facto, vous êtes engagé dans le système des paiements, donc au quotidien, en fait, il y a toute cette architecture entre banques commerciales, entre institutions financières qui s'échangent des prêts à court terme, etc., et qui vont voir la Banque centrale en dernier ressort. Et donc, même s'ils ne vont pas voir la Banque centrale, ce que la Banque centrale dit, le taux d'intérêt qu'elle fixe, ce qu'on appelle le forward guidance, les orientations qu'elle donne, etc., pour venir structurer, de vous dire, bon, si demain j'ai besoin de cet acteur-là et que lui me dit qu'il se comporte comme ça, dans ce cas-là, j'applique ça à tout le reste de mes échanges. Et je pense que l'argument d'Éric Monnet, c'est de dire, à partir du moment où on fait ça, on est de facto un acteur de l'allocation du crédit. Et que la Banque centrale ne peut pas faire semblant qu'elle n'y contribue pas. Parce qu'en fait, elle est là, elle assure la stabilité du système des paiements. Donc par définition, elle est en train d'orienter tout ça vers une direction ou une autre. Et ça, c'est un enjeu de démocratie. Je pense que moi, je le prends vraiment comme ça. Je ne vois pas forcément un risque de dérive de la capture monétaire, disons. Je pense qu'aujourd'hui, le risque de capture de monétaire par un autre acteur, s'il existe, c'est plutôt de privatisation totale. Aujourd'hui, les monnaies sont créées entre banques centrales et banques commerciales, hein, mais que c'est les projets notamment de certaines monnaies numériques, type Bitcoin, etc. Là, oui, il y a un vrai projet de capture de la création monétaire par un autre acteur, quoi. Mais je ne vois pas forcément les propositions qui visent plutôt à dire réencadrons ça, discutons-en, etc. Donc je serais plutôt rassuré par les propositions d'Éric Monnet à titre personnel. Merci Romain pour ta venue, ta présentation. Et puis on va s'arrêter sur ça. Merci.